Mais t'as déjà fait une vidéo sur Eberron la dernière fois, non? Alors, ouais, sur l'univers de façon générale, mais en fait, ils ont été super nombreux dans les commentaires et sur les réseaux sociaux à me demander ce que je pensais du dernier supplément. Comment ça, super nombreux? Euh, C'était au moins 4. Salut les rôlistes, j'espère que vous et vos proches allez bien en cette période de pandémie. Aujourd'hui, je vais revenir sur Eberron. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente pour une présentation de l'histoire de la publication de cet univers et les raisons qui me poussent à l'apprécier. Et dans cette vidéo-ci, je vais me concentrer sur la dernière version publiée de ce background, vous dire ce que j'en pense et si je trouve qu'il s'agit d'une bonne porte d'entrée pour ce setting. Avant d'attaquer le contenu, on va parler de la forme du supplément. Et là-dessus, il est clair que les sorciers de la côte savent y faire. On a un livre de 320 pages en couleur, abondamment illustré, avec des dessins que je trouve globalement réussis dans le ton. Même si, juste histoire de chipoter, j'aurais préféré un peu plus d'illustrations originales plutôt que des réutilisations d'artworks des livres destinés aux 3e et 4e éditions. J'aimerais cependant revenir sur 2 points de la mise en page qui m'ont marqué, un positif et un chouïa négatif. Pour le premier, eh bien, le livre est rempli de petits encarts d'ambiance sous la forme d'articles de journaux. Et je trouve ça brillant. Alors, je suis pas fan des grosses nouvelles d'ambiance et des backgrounds racontés à la première personne. C'est une plaie utilisée en jeu pour retrouver rapidement une info dans un texte qui n'est pas orienté pour cela. Mais là, le fait que ce soit juste de petits encadrés qui viennent compléter de façon subjective des informations plus claires et globales, ça marche très bien. Et ça met en avant des aspects particuliers d'Eberron, où les amorces de scénario, les informations et la célébrité des héros ne passent pas par le bouche à oreille et les récits des ménestrels, comme dans d'autres univers de donges, mais par la une des journaux. Pour ce qui est de l'aspect négatif, avec les guillemets fait avec les doigts, il n'est pas spécifique à ce livre, mais pourrait concerner tous ceux de la gamme D&D5. En fait, j'aimerais que l'éditeur fasse un effort sur les renvois de pages. C'est assez incroyable qu'en 2020, dans un livre écrit par le leader du marché du jeu de rôle, on trouve encore des mentions au milieu de texte comme « Pour les statistiques de cette créature, allez voir le chapitre 6 »,« Pour cet objet magique, allez voir le chapitre 7 ». Il fait 40 pages, ton chapitre 6, Jean-Michel Précision. Alors, il y a une table des matières qui est très bien faite en début de bouquin et qui est assez précise pour naviguer facilement. Mais pour moi, on ne devrait pas avoir à faire des allers-retours de la sorte. C'était si dur de juste mettre « Voir page 212 » au lieu d'une indication aussi vague. Bon, je me doute maintenant que les employés de Wizard ne tomberont jamais sur cette vidéo. Mais pour toi, auteur, éditeur, maquettiste de jeux de rôle qui est devant ton écran, j'ai un conseil. Va jeter un coup d'œil à la mise en page des jeux de Monte Coup de Game ou ce qu'a fait Modifus sur la gamme Infinity. Ils ont mis une marge et s'en servent pour faire des renvois de pages et des rappels de règles, et ça rend le livre tellement plus simple et cool à utiliser. Bon, maintenant que j'ai évacué ça, on va pouvoir parler de ce que le livre renferme. À l'aube des temps, vivaient 3 dragons primordiaux. Sibéris, Eberron et Kyber. Ces êtres cosmiques créèrent ensemble 13 plans d'existence, chacun incarnant un concept primordial. Et enfin le plan matériel où ces concepts pouvaient interagir. C'est alors que Kyber attaqua dans le but de s'approprier la création. Elle déchiqueta Sibéris sans avertissement et un combat s'amorça entre les 2 survivants. Eberron, incapable de vaincre Kyber, finit par la capturer et la sceller entre ses anneaux, à tout jamais au prix de sa propre liberté. C'est ainsi qu'Eberron devint le monde, source de vie naturelle. Kyber est devenu l'autre terre, point d'origine des démons et abominations. Les restes du corps déchiqueté de Sibéris forment désormais un anneau de cristaux magiques autour de la planète. Et tout ça, globalement, on s'en fout. Parce que même si l'univers s'appelle Eberron et que les gros monstres viennent de Kyber ou de l'un des 13 plans, le supplément, lui, se concentre sur le continent de Corvair et sur les conséquences d'un conflit majeur l'ayant ravagé. Comme l'indique subtilement le sous-titre, il s'agit ici de se relever après la dernière guerre. Et comme souvent avec les ouvrages de Donjons et Dragons, les éléments de background se mélangent tout au long du livre avec des éléments de gameplay, dans les chapitres consacrés au peuple, ou le bestiaire par exemple. Mais il y a quand même ici 3 gros blocs
de pur background dans ce supplément. Et cela commence dès l'introduction, qui en une dizaine de pages va présenter de façon très claire l'ambiance et les particularités du background. À commencer par ses inspirations qui viennent autant de l'aventure épique façon pulp à l'Indiana Jones, que des zones de gris héritées du roman noir. On y parle aussi de l'omniprésence de la magie dans la vie de tous les jours, entre autres grâce aux maisons à dracogrammes, des familles / guildes disposant d'un monopole sur une portion de l'économie grâce à des marques de naissance offrant des pouvoirs magiques. On revient sur l'impact de la dernière guerre, ce conflit donc qui a impliqué le continent presque dans sa globalité pendant un siècle, et qui vient de se terminer sans vainqueur suite à une catastrophe magique ayant rasé tout un pays, et dont on ne connaît pas l'origine, forçant les autres nations à une paix fragile. Et enfin, on a la prophétie draconique, symbole mystique apparaissant naturellement à travers le monde, étudié par certains savants et les créatures les plus anciennes comme les dragons ou les démons, qui y voient une manifestation de la volonté de dragons primordiaux et peut-être un moyen de comprendre le fonctionnement de la réalité ou de deviner et d'influencer l'avenir. Ces quelques pages permettent simplement au maître du donjon de survoler les spécificités de l'univers et de voir en quoi il diffère d'un donjon-verse plus médiéval, comme par exemple les Royaumes oubliés ou Kryn. C'est plus loin dans l'ouvrage que vous allez trouver les 2 gros chapitres de pur background. Le premier décrit les nations de Khorvaire sur une 40aine de pages, dans un format qui ne s'encombre pas de détails inutiles. Vous allez à chaque fois avoir un petit texte de présentation générale du pays. Puis, des choses intéressantes à savoir à propos de celui-ci, généralement pour illustrer des particularités du pays ou pour avoir des amorces de scénario. C'est comme ça que vous allez savoir, par exemple, qu'il y a des ogres à harpiers et orques dans les rues des villes du Breland, et que c'est normal, ou qu'un groupe de demi-elfes des principaux Telazar cherche à s'approprier des navires volants par tous les moyens. Ensuite, vous allez avoir les points à considérer si vous voulez créer un personnage issu d'une de ces nations, comme l'aptitude à la magie très présente chez les habitants de Londer, ou il va falloir décider quelle est la posture d'un personnage venu de Karnat par rapport à l'usage des morts-vivants par l'armée de son pays. Vous avez ensuite la description de quelques villes et lieux emblématiques du territoire, toujours présentées de façon très synthétique, puis quelques considérations sur comment la dernière guerre a affecté le pays. Et après la quinzaine de territoires composant le continent de Khorvaire, vous avez droit à une très courte description des autres continents, puis quelques pages sur les religions principales. Le chapitre suivant, lui, décrit sur 30 pages la ville emblématique de l'univers, Charn, la cité des tours. Cette agglomération immense et cosmopolite a la particularité de s'étendre en hauteur, sa situation géographique et une anomalie magique faisant qu'au lieu de pouvoir se développer au sol, ce sont de gigantesques tours qui s'élèvent dans les airs comme autant de quartiers verticaux. Ces quelques pages sont très complètes, expliquant comment se déroule la vie dans une ville qui s'étend en hauteur, décrit en quelques mots les différents districts, leur ambiance, ce qu'on peut y faire et les lieux notables, avec un petit focus quand même un peu plus marqué sur les organisations criminelles ou les forces de l'ordre, qui sont des entités qui vont forcément à un moment ou à un autre croiser la route des aventuriers. Alors, ces 3 gros chapitres et les informations qui s'insèrent en creux dans les parties plus techniques sont selon moi claires, inspirantes, orientées vers ce qui sera le plus utile en jeu. Et c'est une approche que j'apprécie, car elle me permet de combler les espaces et de m'approprier un univers. Mais il est clair que cette façon de faire ne plaira pas forcément à tout le monde. Si vous êtes du genre à aimer les univers touffus, bourrés de petits détails, il est possible que vous ressentiez une certaine frustration à la lecture de cet ouvrage. À côté de ça, il est aussi à espérer que les autres continents d'Eberron aient eux aussi droit à un supplément. Bon, qui sera peut-être pas fait par Wizard of the Coast du coup, mais par le créateur de l'univers lui-même, Case Baker, qui semble vouloir proposer des choses via la plateforme de création communautaire, la Dungeon Master Guild. En effet, s'ils n'ont pas la même variété que Khorvaire, il est cependant clair que les ruines de l'Empire des Géants de Xandric, les sombres secrets de Sarlona et les mystères des dragons d'Argonessen méritaient mieux qu'une vingtaine de lignes et une table aléatoire de babioles. Bon, comme toujours avec un nouvel univers de donge, vous allez avoir de nouvelles races. Et ici c'est un peu le festival, puisqu'en plus de tous les peuples présents dans le manuel des joueurs qui disposent d'un chapitre pour vous expliquer comment ils s'intègrent dans Eberron, vous allez avoir 8 nouvelles options. Les changelins d'abord, un peuple capable de changer de forme, idéal pour jouer un roublard ou quelqu'un de doué pour l'infiltration et la manipulation. Ensuite, vous allez avoir 3 peuples goblinoïdes, avec les imposants bugbears, qui malgré leur taille sont directement compétents en discrétion et disposent d'une attaque sournoise directement intégrée au personnage en cas d'attaque surprise réussie.
Les petits gobelins sont plus agiles, doués pour s'enfuir, mais font preuve d'une férocité se manifestant par un bonus aux dégâts face aux créatures plus grandes qu'eux. Et les hobgoblins, qui chapeautent les deux autres, sont les héritiers d'une longue tradition martiale, sachant tous se battre en armure légère et avec des armes de professionnels. Et leur fierté leur permet de gagner un bonus quand ils ratent un jet en présence d'alliés. Les Kalashtar, eux, sont les descendants d'une fusion d'humains et d'esprits des rêves. Ils peuvent communiquer télépathiquement avec les êtres à proximité et sont résistants aux dégâts psychiques. Les orques d'Eberron, comme les goblinoïdes, ne sont pas naturellement maléfiques dans cet univers. Ils sont par contre assez agressifs et proches de la nature, ce qui se manifeste par un déplacement gratuit pour se rapprocher d'un ennemi en combat et des compétences supplémentaires en rapport avec la survie. Les shifters, eux, Feral dans la traduction de la 4e édition, sont les descendants de garous ayant gardé le pouvoir d'invoquer certains traits animaux, ce qui leur donne pendant quelques instants des points de vie temporaires ainsi que des capacités en fonction d'un des 4 lignages disponibles. Bonus de classe d'armure supplémentaire, griffe, rapidité ou trac. Et enfin, vous avez les Warforged, les forgeliers, la race emblématique du setting, créature mécanique mais bien vivante, créée pendant les dernières années de la dernière guerre et disposant de nombreuses résistances et immunités. Et c'est pas fini. Car en plus de ces nouvelles races, vous allez retrouver 12 nouvelles variations de races pour les humains, les demi-elfes, les demi-orques, les halflings, les gnomes, les elfes et les nains. Ces variations correspondent aux Dragon Marks, ces fameuses marques magiques qui donnent des pouvoirs à ceux qui les portent. Et on observe ici un changement de gameplay par rapport aux éditions précédentes où cela a été géré par les dons. C'est assez logique, puisque la mécanique des dons est optionnelle en 4e édition, et cette alternative fonctionne, mais du coup elle oblige désormais à choisir de jouer ou non un porteur de marque dès le niveau 1, là où auparavant un personnage pouvait se découvrir ses pouvoirs en cours de campagne. Sinon, d'un point de vue technique, chaque marque donne un bonus d'un dé à 4 faces s'ajoutant au dé de 20 sur certains jets de compétences, ainsi que la possibilité de lancer certains sorts naturellement. Par exemple, un halfling portant la marque de l'hospitalité aura un dé de 4 bonus sur ses jets de persuasion, et pourra lancer le trou de magie prestidigitation et les sorts purification de la nourriture et de l'eau et serviteur invisible entre deux repos. Et du coup, il y a de quoi s'amuser avec des concepts de personnages plus variés et originaux, en couplant une marque avec une classe de personnages ayant des capacités très différentes. Alors, niveau classe de personnage, j'ai été surpris de ne pas découvrir de nouveaux archétypes pour celles qui sont présentes dans le Player Handbook. Mais à la place, le guide vous propose une nouvelle classe inédite pour cette édition, l'artificeur ou façonneur dans une précédente VF. C'est assez logique qu'elle fasse son apparition ici, puisque c'est dans la version 3e édition du guide d'Eberron que cette classe est apparue pour la première fois dans D&D. Le façonneur, donc, est un lanceur de sorts assez costaud, capable de porter une armure légère ou moyenne et de lancer des sorts surtout orientés vers le boost, par le biais d'une science magique qu'il applique. À partir du second niveau, il dispose aussi d'infusions, qui sont des enchantements d'objets temporaires, et à partir du niveau 3, il va choisir une spécialité entre l'alchimiste, capable de créer des élixirs expérimentaux à chaque repos, et qui dispose aussi de sorts de soins pour ses alliés et d'affaiblissement pour ses ennemis, l'artilleur, qui lui dispose d'un canon occulte, une tourelle mobile pouvant être offensive ou défensive, et lui il dispose d'un choix de sorts un peu plus pyrotechnique. Boule de feu. Boule de feu. Et vous avez les forges batailles, qui sont des tanks portant l'armure lourde et les armes martiales, et qui disposent de sorts de protection et d'un petit golem qui les aide en combat. Alors, ne venez pas me demander si ces options sont équilibrées, je suis absolument nul en maths. Je fais partie de ces gens qui ne voient toujours pas pourquoi le ranger est considéré comme aussi nul par tout le monde. Et je serai donc incapable de vous répondre avec des comparatifs et des calculs logiques. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que tout cela me paraît intéressant en termes de diversité et de fun. Bon, je regrette un peu qu'il n'y ait pas de nouvelles options de points d'héroïsme pour renforcer le côté aventure échevelé, et aussi un peu le manque d'options pour faire des personnages optionnés. Mais étant donné que c'est une spécialité des Kalashtar et des habitants de Sarlona, un continent qui est à peine évoqué dans le livre, au final je le comprends un petit peu. Le chapitre sur la création de personnages se termine par plus de 30 pages consacrées à un concept qui était évoqué dans les précédentes versions de l'univers sans être pleinement exploité jusqu'ici. Ce qu'ils appellent les groupes patrones et qu'on pourrait traduire par les mécènes de groupe. Il s'agit d'un groupe ou d'un individu qui justifie pourquoi les personnages joueurs travaillent ensemble et qui peuvent leur fournir mission et soutien. Le livre
contient 11 types de mécènes avec à chaque fois un exemple concret dont le meneur de jeu peut s'inspirer pour créer les siens. On a donc la guilde d'aventuriers, le syndicat du crime, la maison à dracogramme, l'agence d'espionnage, le chef d'État, la créature immortelle, l'agence de détective, la force militaire, le journal, l'ordre religieux et l'université. Autant d'options qui permettent de changer du groupe d'aventuriers allant de village en village pour exterminer de pauvres gobelins ou kobolds. Pour ce qui est du bestiaire de 40 pages qui clôt le livre, je ne vais pas m'étendre dessus. Sachez que vous allez y retrouver les monstres emblématiques de l'univers comme les titans forgeliers, les dinosaures des plaines de Talenta, les sorts vivants qui errent dans les terres du deuil, et bien sûr les gros bœufs dont la puissance et les plans vont servir de moteur à toute votre campagne, comme les Daelkyr, l'incarnation de la folie capable de tordre la réalité par leur seule présence, ou les suzerains, des démons primordiaux, les kybères et enfermés depuis des millénaires, et qui complotent pour se libérer. Pour en terminer avec le panorama de ce qui est proposé dans cet ouvrage, sachez qu'il y a aussi 80 pages destinées aux meneurs de jeu sur la création d'aventures dans Eberron. Vous y trouverez pêle-mêle des articles sur comment créer un méchant marquant, bien commencer une aventure au cœur de l'action, ainsi que des informations sur les groupes, lieux ou concepts pouvant être moteurs de scénario, avec à chaque fois des tables aléatoires pour les amorces d'intrigue, des personnages non joueurs et aussi de temps en temps un plan. Et j'avoue qu'à la première lecture, cette section m'a laissé un goût mitigé, parce que ça passe tout le temps du coq à l'âne d'une page à l'autre. Mais en fait, avec un peu de recul, je me dis que cette section est en fait un pot pourri que le meneur de jeu va pouvoir feuilleter afin de trouver l'inspiration pour sa prochaine séance. Et si on l'aborde de cette façon-là, en fait c'est une vraie mine d'or. Enfin, les dernières pages de ce chapitre destiné aux meneurs de jeu sont dédiées à un scénario. Et c'est même pas un donjon en plus. Il s'agit d'une petite enquête matinée d'action où les personnages vont enquêter sur une disparition dans les bas quartiers de Charnes qui devrait leur permettre de monter du niveau 1 au 2. Sans être incroyable, on a ici une bonne intrigue, très bien pour une entrée en matière, même si, il faut l'avouer, c'est très dirigiste. Je vous ai déjà pondu une vidéo d'1 quart d'heure pour vous dire combien je kiffe cet univers. Donc vous vous doutez bien que j'attendais ce supplément au tournant, et les quelques défauts que je pourrais lui trouver sont vraiment mineurs. À savoir des renvois de pages peu clairs, le manque d'une frise chronologique pour mieux apprendre l'histoire, et peut-être j'aurais aimé plus d'options pour les points d'héroïsme pour compléter ce qui est proposé dans le guide du maître. Bon, j'ai toujours une tendresse particulière pour la version 4e édition, mais je suis bien obligé de reconnaître que ce Rising from the Last War est non seulement un excellent supplément pour Donjons et Dragons 5, mais aussi clairement la meilleure version d'Eberron tout court. Il est complet, proposant du matériel pour les joueurs et pour le meneur de jeu, une description de l'univers qui ne s'encombre pas de superflu et un scénario plus que correct. Bref, que vous soyez un vétéran d'Eberron souhaitant passer à la 5e édition ou quelqu'un qui souhaite découvrir cet univers, je vous recommande donc chaudement ce livre. Par contre, si vous ne souhaitez pas exploiter Corvair, je vous avertis clairement qu'à part les peuples et la classe du fascineur, il y a selon moi relativement peu d'éléments qui seront facilement cannibalisables pour un autre univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, mettre un pouce bleu et la partager sur les réseaux sociaux. Lisez, jouez et bien sûr, prenez soin de vous en cette période difficile. À la prochaine et que les dés vous soient favorables.